Salut à tous. Tout le monde connaît Napoléon Bonaparte comme l'empereur des Français. Mais comment est-il devenu empereur? Et avant ça, comment est-il sorti de la masse pour se faire un nom? Dans cette vidéo, nous n'allons pas revenir sur tout le parcours de Bonaparte avant son coup d'État, mais simplement sur les événements qui ont permis à un jeune Corse de devenir l'empereur que nous connaissons aujourd'hui. Le 13 Vendémiaire, soit le 5 octobre 1795, le général Bonaparte sauve la République et devient alors, aux yeux des Parisiens, le général Vendémiaire. En effet, la nouvelle constitution de l'an 3, adoptée par la Convention nationale le 22 août 1795, anéantit tout espoir pour les royalistes de revenir à une monarchie. Ceux-ci, alors mécontents, vont s'organiser et former une armée de 20 000 hommes qui va marcher sur Paris. Le général Barras, alors chargé par la Convention nationale de réprimer l'insurrection, va demander au général Bonaparte de diriger les troupes parisiennes. Bonaparte ne dispose que de 5 000 soldats. Il est donc en large infériorité numérique. Il va alors charger Murat de récupérer en vitesse les canons au camp des Sablons au nord-ouest de Paris. Ainsi, avec seulement 5 000 soldats et une petite dizaine de canons, Bonaparte réussit à faire fuir les insurgés. Il n'hésitera pas d'ailleurs à faire tirer la mitraille sur les royalistes. De la mitraille, c'est une munition constituée de dizaines et de dizaines de grosses balles qu'on tire grâce à un canon. C'est en quelque sorte l'ancêtre du shrapnel. La République doit alors son salut à ce général corse. Cet épisode fut alors le premier à faire connaître Bonaparte au peuple français. Mais là, vous allez me dire que c'est faux, que Bonaparte s'était déjà fait connaître suite au siège de Toulon. En effet, celui-ci avait activement participé à ce siège, puisque c'est lui qui avait planifié le plan de bataille. Sauf que Napoléon, à cette époque, il n'était qu'un simple capitaine d'artillerie. Et alors, aucun journal ne mentionne son nom. Tous les honneurs sont alors attribués au général en chef, Dugommier. Bonaparte, grâce à ce siège, va néanmoins se faire une place dans l'armée et va sympathiser avec plusieurs politiciens comme Barras, Salicetti ou alors le frère de Robespierre. Pour le remercier, il est nommé le 16 octobre 1795 général de division, puis 10 jours plus tard, commandant de l'armée de l'intérieur. Il succède à Barras, qui devient alors l'un des 5 directeurs. Il décide de s'installer rue des Capucines à Paris. Bonaparte est alors devenu, en l'espace de quelques semaines, un des personnages les plus importants de la capitale. À présent, Bonaparte côtoie quotidiennement les hommes de pouvoir. Il va commencer à fréquenter et à participer au salon de la haute société parisienne, notamment celui de Madame Tallien, où il va rencontrer la fameuse Joséphine de Beauharnais. C'est donc ainsi qu'il va devenir connu et reconnu dans la capitale. Mais en mars 1796, il est nommé général en chef de l'armée d'Italie. Une fois arrivé à Nice dans son quartier général, ses soldats et ses officiers, bien qu'ils ont entendu parler de lui, ne le reconnaissent pas comme un général compétent. En effet, pour les généraux de division, Masséna, Augereau, La Harpe ou Sérurier, Bonaparte n'est qu'un simple artilleur ou alors un général de guerre civile. Bonaparte va devoir alors leur prouver ses talents de tacticien et de stratège encore insoupçonnés. C'est alors que la fabuleuse campagne d'Italie va pouvoir débuter. Napoléon, avec 40 000 hommes, va en 15 jours vaincre et repousser les 70 000 Austrosardes, puis va battre coup sur coup d'avril 1796 à octobre 1797, pas moins de 7 armées et toujours en infériorité numérique. Conscient du fait de se faire connaître et de l'importance de son image, Bonaparte va habilement utiliser le courrier de l'armée d'Italie, le journal officiel de cette armée. D'ailleurs, toutes les armées de la Révolution en étaient dotées. Mais Bonaparte va créer 2 autres journaux. Le journal de Bonaparte et des hommes vertueux et La France vue par l'armée d'Italie.
La France entière voit alors ce jeune général repousser les Autrichiens vers Vienne. D'ailleurs, les généraux des autres fronts, notamment du Rhin, peinent à avancer ou manquent de résultats. Les feux des projecteurs sont alors complètement braqués sur Napoléon. Napoléon devient alors le général le plus glorieux et victorieux de la République. Les Parisiens voient défiler dans les rues les fiers cavaliers français rapportant l'or, les œuvres d'art et les drapeaux pris aux ennemis de la Révolution. Un autre fait qui a marqué les Français à l'époque, c'est que Napoléon est un homme de paix. En effet, malgré son simple grade de général, il va, sans l'accord du Directoire, signer plusieurs armistices. Évidemment, le gouvernement français va devoir accepter ceci pour qu'ils entrent en vigueur. Mais aux yeux des Français, c'est Napoléon qui conclut la paix avec les États italiens et l'Autriche, qui, rappelons-le, est en guerre depuis 5 ans contre la France. Il signera ainsi l'armistice de Cherasco avec le royaume de Piémont-Sardaigne et le traité de Campo Formio avec l'Autriche. À son retour dans Paris, il remarque que la rue qu'il habitait a été renommée rue de la Victoire, nom qu'elle conserve encore aujourd'hui. Fin 1797, Bonaparte est alors connu de tous comme le général victorieux qui a apporté la paix à la France. Puis en 1798, il part pour l'Égypte. Durant son absence, les armées du Directoire subissent plusieurs défaites, l'Autriche rentre à nouveau dans le conflit et avec l'aide d'une armée russe, reprennent le contrôle du nord de l'Italie. Les Français ont alors peur et réclament le retour de Bonaparte. Fin 1799, il est de retour en France et de nombreux politiciens comme Sieyès et Talleyrand lui demandent d'être l'épée du coup d'État censé rétablir la stabilité dans le pays. C'est le fameux coup d'État du 18 Brumaire. Napoléon va alors affirmer la légitimité de son nouveau régime, le consulat. Et pour cela, il va appuyer celui-ci du vote du peuple français. Un référendum est organisé sur l'acceptation de la Constitution du 2 Frimaire en 8 sur 7 millions d'électeurs, 3 012 569 participent, il y a 3 011 007 voix pour et 1562 voix contre. Après cette victoire écrasante, Napoléon rassure les Français en terminant définitivement la Révolution. La Révolution est fixée aux principes qui l'ont commencé, elle est finie. Ainsi, Napoléon, avant de prendre le pouvoir, a su habilement se rapprocher des grands militaires et des grands politiciens, puis à se faire accepter dans la haute société, et enfin est devenu le héros du peuple français. Voilà, cet épisode est fini, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez, j'ai réalisé une formation gratuite sur le siège de Toulon, disponible dans la description. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.